Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ils pensaient humilier une femme noire en l'obligeant à jouer du piano, mais ils l'ont amèrement regretté. Dans les quartiers chics de Savannah, en Géorgie, les demeures anciennes bordaient les rues comme des vestiges immobiles d'un passé jamais vraiment enterré. Les chênes centenaires, couverts de mousse espagnole, tissaient un plafond naturel au-dessus des allées pavées. Les maisons, vastes et majestueuses, respiraient la grandeur d'un sud qui refusait de se dire post-racial. L'opulence y était discrète mais omniprésente, transmise de génération en génération, comme un empire silencieux bâti sur le souvenir de chênes. Parmi ces résidences trônait celle des Langston, une famille blanche issue d'une lignée vieille de 2 siècles. Le patriarche, William Langston III, avait hérité non seulement des terres, des immeubles et des parts dans les banques locales, mais aussi d'un pouvoir social intangible, celui qui ne se réclame pas, mais s'impose naturellement dans les salons privés et les clubs réservés. On chuchotait qu'autrefois, les Langston possédaient plus de 200 esclaves. Personne n'en parlait à voix haute, mais le parquet de la salle de bal semblait encore murmurer les pas de ceux qui n'avaient jamais été invités à danser. Chaque année, la haute société de Savannah s'y donnait rendez-vous pour le gala du Magnolia, un événement caritatif chic dont les bénéfices servaient à financer les musées, les concerts de musique classique et les restaurations de bâtiments historiques, des causes nobles, certes, mais toujours choisies par ceux qui n'avaient jamais connu le besoin. Ce soir-là, la maison brillait de toutes parts. Des lustres en cristal de Bohême jetaient des éclats dorés sur des murs couverts de portraits à l'huile et de bibliothèques anciennes. Des serveurs en gants blancs glissaient entre les invités comme des ombres, portant sur des plateaux d'argent des coupes de champagne millésimées, des canapés de caviar, et des verrines au nom français qu'on ne prononçait jamais correctement. Les femmes portaient des robes longues comme dans les films d'époque, et les hommes, des costumes taillés sur mesure, discrètement ornés de montres qui coûtaient une année de salaire à n'importe quel ouvrier. Dans un coin, un petit quatuor de jazz jouait un arrangement raffiné de Duke Ellington, assez discret pour ne pas gêner les conversations, mais assez précis pour flatter les oreilles cultivées. C'était l'Amérique mondaine, celle qui se voulait tolérante, ouverte, moderne, mais uniquement tant que chacun restait à sa place. Une tolérance décorative, polie en surface, mais profondément hiérarchisée. On célébrait la diversité dans les discours d'introduction, tout en évitant de l'inviter réellement à la table d'honneur. Et dans l'ombre de ce décor fastueux, se tenait Eleanor Mitchell. Une femme noire d'environ 55 ans. Élégante, droite, discrète. Elle portait une robe noire sobre, sans paillettes, sans clinquant, mais qui épousait sa silhouette avec une grâce silencieuse. Son collier de perles était modeste, mais réel. Son regard, en revanche, était ce qui frappait le plus, un mélange de calme, de profondeur et d'une lucidité ancienne. Le genre de regard qui avait vu le monde changer plusieurs fois sans jamais vraiment se transformer. Elle accompagnait Angela Whiteford, une jeune femme blanche d'une 30aine d'années, désormais médecin et militante engagée dans la santé communautaire. Eleanor l'avait élevée. Pas comme une simple nounou, mais comme une mère avec cette dévotion sans mots, forgée par l'histoire de celle qu'on paie pour aimer les enfants des autres tout en cachant les leurs. Angela l'avait toujours considérée comme sa deuxième mère, même si ce n'était pas ce que la société tolérait. Ce soir-là, elle avait tenu à l'inviter comme invité d'honneur personnel, un geste sincère mais qui, dans cette salle, détonnait. Car Eleanor n'était pas à sa place. Du moins, pas aux yeux de tous. Les invités la remarquaient à peine. Lorsqu'ils la voyaient, c'était avec un sourire figé, poli, parfois condescendant. Des regards furtifs, des mots murmurés derrière des éventails ou des verres de champagne. C'est la gouvernante d'Angela, non. Elle a dû insister pour qu'elle vienne. C'est touchant. Angela est adorable, mais un peu naïve parfois. Eleanor n'écoutait pas ces murmures. Ou plutôt, elle les entendait, mais ne les laissait pas entrer. Elle s'était habituée à cette invisibilité de velours, à cette façon dont les gens riches faisaient semblant de vous inclure en vous tenant toujours à la marge. Elle restait en retrait, observant. Digne, droite. Avec cette sagesse née de décennies à traverser le feu sans jamais perdre son humanité. C'est alors qu'un petit groupe d'hommes, debout près du grand piano à Custinway, l'aperçut. Des jeunes hommes blancs, bien habillés, les cheveux gominés, les sourires trop sur d'eux. Il y avait la Connor Langston, l'héritier, fils du patriarche, et ses amis de toujours, Bradley, Taney, Ewa, fils de sénateur, d'avocat, de banquier. Ils s'ennuyaient. Et l'ennui, chez les puissants,
devient souvent une excuse pour l'humiliation déguisée. Connor s'avança avec ce ton faussement affable. Bonsoir, madame. Vous semblez bien silencieuse. Vous aimez la musique? Eleanor tourna légèrement la tête vers lui. Elle sourit doucement, sans soumission. J'écoute, oui. Vous savez jouer, peut-être? Demanda Connor, en étirant les syllabes comme s'il s'adressait à une enfant. Bradley, plus audacieux, éclata de rire. Allez, pourquoi pas un petit air de gospel? Ça mettrait un peu d'ambiance, non? Les autres rirent avec lui. Rire moqueur. Rires de meute. Angela s'était momentanément éloignée pour parler à un collègue médecin. Eleanor se retrouvait seule face au cercle. Connor fit un geste théâtral vers le piano. C'est un Steinway, vous savez. Pas un jouet. Mais, si vous voulez tenter votre chance. Le sous-entendu était clair. Montre-nous ce que tu vaux. Le piège était posé avec le sourire. Les regards se fixèrent sur elle. Moquoise. Defiance. Curieux comme des spectateurs devant un numéro de cirque qu'ils espéraient maladroit. Ils ne la prenaient pas au sérieux. Ils voulaient rire. Ils voulaient se sentir supérieurs, même l'espace d'un instant. Eleanor ne répondit pas tout de suite. Elle les regarda. Un long moment. Le silence s'épaissit, inhabituel dans cette salle où le bruit servait d'écran à toute forme de vérité. Puis, elle s'avança lentement vers le piano. Elle ne précipita pas ses gestes. Ses mains, fines et nerveuses, glissèrent sur le bois verni. Elle effleura les touches sans les enfoncer, comme on retrouve un ancien amant qu'on n'a pas osé revoir depuis des années. Elle ferma les yeux un instant. Et toute la salle, sans le savoir, retint son souffle. Ce que personne ne savait, c'est qu'Eleanor Mitchell n'avait pas toujours été une simple nounou ou une figure silencieuse dans l'ombre d'une famille blanche. Née à Birmingham, Alabama, au cœur du Sud ségrégué, elle était la fille unique de Clara Mitchell, une femme de ménage au dos courbé par les années de labeur, et du révérend Samuel Mitchell, un pasteur charismatique, militant infatigable des droits civiques. Dans leur petite maison aux murs minces, la foi, la dignité et la lutte étaient les piliers du quotidien. Mais Eleanor, elle, n'avait pas voulu de la chair ni des marches dans la rue, pas par indifférence, mais parce que dès l'âge de 7 ans, c'était le piano qui la faisait respirer. Elle jouait sur un instrument usé, offert par une paroissienne blanche qui n'en voulait plus, et qui ne soupçonnait pas qu'avec ce don, elle libérait un torrent. À 10 ans, Eleanor composait déjà. Un professeur du conservatoire de Chicago, de passage à Birmingham, l'entendit lors d'un récital à l'église. Fasciné, il l'aida à obtenir une bourse. Là-bas, dans le Nord, elle affronta une solitude glaciale. Elle était souvent la seule élève noire, regardée comme une étrangère, parfois humiliée par des professeurs condescendants ou des camarades sceptiques. Mais elle tenait bon. À 22 ans, elle jouait au Carnegie Hall, drapée dans une robe de velours bleu marine. Le public se leva pour elle. À 24 ans, elle fit la couverture d'un magazine culturel noir et reçut une critique élogieuse du New York Times, qui parlait de son « toucher d'ange » et d'un feu intérieur à peine contenu. Les offres de tournées internationales affluaient. Les grandes maisons de disques s'intéressaient à elle. Mais le monde, même conquis par la beauté, reste cruel. Un soir, à la sortie d'un concert à Nashville, un homme blanc, furieux de voir sa femme émerveillée par une nègre, l'agressa violemment. Ce fut le point de rupture. L'épuisement, le chagrin d'avoir perdu sa mère l'année précédente, les portes encore closes malgré les ovations. Tout se referma. Elle disparut du paysage musical du jour au lendemain. Sans scandale. Sans bruit. Juste le silence. C'est dans ce silence qu'elle accepta, un peu à contre-cœur, un poste de nourrice chez les Matthews. La petite Angela, encore emmaillotée, fut la première à briser la coquille de solitude qu'elle s'était imposée. Eleanor l'aima, l'éduqua, lui transmit tout ce qu'elle savait, la rigueur, la grâce, et parfois, en cachette, quelques notes de piano. Ce soir-là, dans la salle illuminée du manoir Langston, les rires étaient encore présents lorsqu'elle s'approcha du piano. Les regards suintaient le sarcasme. On attendait une scénette exotique, une petite touche authentique, comme un accessoire qu'on exhibe pour se donner bonne conscience. Mais Eleanor s'assit. Ses mains, fines mais solides, effleurèrent les touches comme si elle retrouvait une vieille amie. Un silence étrange s'installa, presque lourd. Et puis, elle joua. Pas de gospel.
Pas de jazz. Rien qui puisse flatter l'oreille mondaine ou distraire les esprits repus. Elle attaqua Rachmaninoff avec la précision d'une chirurgienne et l'intensité d'une femme qui avait tout perdu et tout gardé. Puis vint Liszt, dans une interprétation à la fois souveraine et bouleversante. Certains reconnaissaient vaguement, d'autres restaient figés, hypnotisés par la virtuosité qu'on n'attendait pas. Enfin, elle joua une pièce inconnue. Sa propre composition. Une œuvre grave et lumineuse, dédiée à Clara, sa mère. C'était un poème en notes, une prière, une mémoire vivante de mains usées, de silence imposé, de larmes séchées sur des joues fières. Les rires avaient cessé. Les vers suspendus ne trouvaient plus le chemin des lèvres. Le temps s'était figé. Un murmure s'éleva dans la foule. Certains pleuraient sans comprendre pourquoi. D'autres, gênés, regardaient leurs chaussures, comme si la musique les jugeait. Angela, debout près de l'escalier, retenait ses larmes. Elle revoyait son enfance entière dans ses harmonies, les soirs calmes, la chaleur d'un amour discret, les berceuses improvisées. Connor, lui, semblait minuscule, les bras ballants, sa superbe éteinte. Le petit jeu cruel n'était plus qu'un souvenir honteux. Puis, dans le silence revenu, une voix d'homme s'éleva. Ce n'est pas possible. C'était James Alco, célèbre critique musical, invité pour flatter l'élite cultivée. Il s'était levé, le regard troublé. Vous êtes Eleanor Mitchell, la pianiste. Un murmure parcourut la salle. Des têtes se tournaient. Des souvenirs refaisaient surface. Eleanor leva les yeux, lentement. Sa voix, posée, douce, résonna plus fort que tous les discours. Je le suis. Je l'ai toujours été. Et ce fut comme une claque silencieuse. Un rappel. Une vérité nue. Ce soir-là, dans cette maison où tant avait cru incarner le pouvoir et la grandeur, c'est une femme noire, jadis effacée, qui leur rappela ce qu'était vraiment la beauté. La grandeur. Et surtout, la mémoire. Les jours suivants, les réseaux sociaux s'enflammèrent, consumés par l'incrédulité et l'émerveillement. Des vidéos de la performance, filmées en cachette par quelques invités dont le rire s'était figé en même temps que les notes de Liszt, faisaient le tour du pays puis du monde. On y voyait une femme noire, au dos légèrement voûté, s'asseoir dignement devant un piano à queue, et, sans dire un mot, plonger la salle dans un silence sacré. Des millions de vues. Des commentaires par milliers. #Eleanor Mitchell devint un mot-clé viral. Les titres fleurirent, à la une des journaux papier comme des sites numériques. Elle était la nounou invisible. Elle était une légende oubliée. L'Amérique redécouvre un génie effacé. La pianiste disparue qui a fait taire une salle de riches. On exhuma les anciennes critiques du New York Times, les rares enregistrements de ses débuts, les clichés en noir et blanc de la jeune femme en robe de concert, les yeux tournés vers le clavier comme vers un monde intérieur. Certains se demandaient comment une telle artiste avait pu être oubliée. D'autres, plus lucides, parlaient de ce que l'Amérique préfère ignorer, la fatigue d'exister dans un monde qui vous célèbre tout en vous brisant. Le Carnegie Hall envoya une lettre manuscrite, puis un appel officiel. Madame Mitchell, nous aimerions vous rendre hommage comme il se doit, avec un concert dédié à votre œuvre, à votre parcours, à votre lumière. Les plus grandes maisons de disques proposaient de ressortir ses archives. Des universités l'invitaient à parler de son expérience. Des fondations créaient des bourses à son nom. Angela, elle, ne savait plus où donner de la tête. Son téléphone sonnait sans répit. Journalistes, musiciens, producteurs, universitaires. Tous voulaient en savoir plus. Mais elle protégeait Eleanor farouchement, comme Eleanor l'avait protégée, enfant. Le critique musical James Alco, encore secoué par ce qu'il avait vécu, publia une tribune bouleversante dans le New Yorker. Ce soir-là, j'ai vu quelque chose de plus grand que la virtuosité. Eleanor Mitchell ne nous est pas revenue, c'est nous qui l'avons enfin retrouvée. Nous pensions l'avoir perdue. Mais c'est nous qui nous étions perdus dans l'oubli, dans le confort de l'indifférence. Connor Langston et ses amis, devenus les symboles involontaires de l'arrogance et du racisme ordinaire, firent une déclaration publique. Des excuses maladroites, pleines de regrets, peut-être sincères, peut-être dictées par la pression médiatique. Ils parlaient de leçons d'humilité, de prise de conscience, de respect renouvelé. Eleanor ne rejeta pas leurs excuses. Elle les écouta, poliment, sans colère. Mais elle ne les remercia pas.
Elle n'applaudit pas leur remords tardif. Elle n'avait pas attendu leur reconnaissance pour exister. Elle n'avait rien prouvé. Ce n'était pas une revanche. Ce n'était pas une leçon. C'était une respiration. Une libération. Elle avait simplement été. Dans sa vérité, dans son art, dans sa mémoire. Comme elle l'avait toujours été. Et désormais, ce n'était plus à elle de parler. C'était au monde de l'écouter. Sans condescendance. Sans interruption. Sans filtre. Parce qu'à travers chaque note jouée, à travers chaque silence qu'elle avait enduré, Eleanor Mitchell portait en elle bien plus qu'un talent. Elle portait l'histoire de toutes celles qu'on n'avait jamais regardées. De toutes celles qu'on avait reléguées à l'ombre, alors qu'elle portait en elle des constellations entières. Et enfin, les projecteurs se détournaient de ceux qui avaient ri pour se tourner vers la femme qui, sans un mot, avait fait trembler les murs.